Bonjour Monsieur Mehdi, vous êtes Bonjour. le directeur de Sciences Po Ex, vous avez été professeur de droit public, vous avez été responsable du master droit international et européen à l'université d'Aix-Marseille jusqu'en 2012 et vous avez dirigé l'unité mixte de recherche du CNRS droit international comparé et européen entre 2009 et 2015, si mes recherches sont bonnes. Vous avez par ailleurs participé à de nombreuses missions pour les institutions européennes et françaises. Alors, la question qui me vient tout d'abord, c'est comment pouvez-vous expliquer le fort intérêt que vous portez depuis toujours pour l'Union européenne et ses institutions? Alors, d'abord, vos recherches sont bonnes, Merci. à une ou deux dates près peut-être. Et pourquoi cet intérêt pour le droit de l'Union européenne et les institutions européennes? Finalement, vous m'entraînez sur un terrain qui est relativement intime. Effectivement, on ne choisit pas de consacrer de nombreuses années de sa vie professionnelle, académique, intellectuelle à un sujet comme celui-là par hasard. Je crois que ça a intimement à voir avec mes origines. Je suis d'origine franco-algérienne. Mon père est algérien, ma mère est française. J'ai grandi en Algérie et j'ai fait mes études et ma vie d'homme, en quelque sorte, en France. J'ai choisi de faire des études de droit. J'avais une appétence très forte pour le droit international public, le droit administratif, mais au fond, je ne m'y sentais pas très à l'aise. Pourquoi ? Parce que ces droits m'enfermaient, me compartimentaient dans des ensembles clos, des ensembles, étalonnés par la souveraineté, notamment de l'État. Or, au regard des origines qui étaient les miennes, j'avais probablement besoin d'horizons plus larges. Et l'étude de l'Europe répondait assez bien à cette attente. Par ailleurs, une vie académique est souvent déterminée par des rencontres. Et moi, j'ai fait des rencontres importantes au moment où je devais faire ces choix. Et j'ai notamment rencontré celui qui a été ensuite mon directeur de thèse, dont je regrette tous les jours d'ailleurs la disparition, le professeur Jean Rau, qui était un grand communautariste, comme on disait à l'époque, et qui a su me guider dans cette direction. D'accord, merci. Alors, en 2007, vous avez écrit un livre qui s'appelle Institutions européennes. Et dedans, vous analysez l'architecture en fait, institutionnelle de l'Union européenne et sa manière d'agir en fait, sur nos vies de tous les jours. Ma question qui m'est venue, c'est quelles sont les failles de ces institutions que vous avez pu, en 2007, mettre en avant, et si aujourd'hui, ces failles ont été résorbées. Alors, j'ai coutume de dire à mes étudiants de deuxième année que si Monsieur de Montesquieu revenait aujourd'hui d'entre les morts et que par malheur, pour lui, il atterrissait non point à Londres, Rome ou Paris, mais à Bruxelles, il aurait bien du mal à s'y retrouver, puisqu'il poserait innocemment la question de savoir, mais ce Parlement, où est-il, que fait-il, vote-t-il des lois? Et on lui expliquerait que c'est un Parlement qui vote des directives, des règlements, et pas des lois au sens propre du terme. Et que de surcroît, il partage le pouvoir législatif avec une autre institution qu'on appelle le Conseil, qui est composé de ministres et non pas de députés ou de sénateurs. Et que cet attelage doit lui-même composer avec une Commission européenne, commission qui ressemble à un gouvernement dans sa structure, dans son mode de fonctionnement, mais qui n'est pas un gouvernement, qui n'est pas un véritable exécutif, qui est une instance de proposition essentiellement, et puis un organe qui assure une sorte de fonction de police, notamment dans le domaine économique. Et je pourrais imaginer à l'envi quel serait le dialogue surréaliste que l'on conduirait avec M. de Montesquieu. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont souffrent les institutions, c'est probablement leur complexité et le fait qu'elles nous amènent à jouer avec des faux amis. Le Parlement en est un sans en être un tout à fait. Le Conseil des ministres, l'appelait-on par le passé, n'est pas tout à fait non plus un Conseil des ministres au sens où on l'entend habituellement. Donc il y a une forme de complexité, mais cette complexité, d'une certaine manière, n'a pas empêché, et peut-être au contraire, ces institutions de rendre les services pour lesquels elles ont été imaginées au départ. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de faire du European bashing et puis de dénoncer l'Europe pour ses déficiences, mais on oublie souvent de dire aussi que l'Europe a rendu une partie, pour ne pas dire une grande partie, des services pour lesquels
elle a été imaginée. Et ces institutions ont contribué incontestablement à atteindre les objectifs qui avaient été assignés à la construction européenne. Alors, est-ce que c'est l'architecture institutionnelle qui pose problème, ou est-ce que c'est les moyens dont disposent ces institutions pour fonctionner ? Pour ma part, je pense que la question se pose aussi en termes de moyens, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que ces institutions puissent s'adosser à des moyens, notamment budgétaires, leur permettant de conduire des politiques dynamiques dans des domaines où on attend l'Europe. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, avec d'autres, j'ai plaidé pour la mise en place d'un budget plus proche de ce que l'on entend habituellement par budget dans un ensemble fédéral. Par ailleurs, mais c'est peut-être une question que vous me poserez après, je crois que ce dont souffrent aujourd'hui les institutions européennes, c'est d'un déficit de crédit, voire d'un déficit de légitimité. C'est-à-dire que cet ensemble est très lourd. Il est complexe, mais il est aussi très lourd. Il est difficile de le mettre en mouvement lorsque, pourtant, nous, quand je dis nous, les Européens, nous devons faire face à des crises qui appellent des réactions instantanées ou quasiment instantanées. Or, je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, est très embarrassée lorsqu'il lui faut réagir dans l'instant à la crise ukrainienne, hier à la crise géorgienne, à l'invasion ou à l'annexion de la Crimée, pour ne prendre que des exemples récents. D'accord. Et alors, les élections qui se déroulent en France le 26 mai prochain, pensez-vous que les députés que nous allons élire vont avoir la possibilité de changer ces soucis, donc peut-être démocratiques, de légitimité, comme vous avez dit ? Alors, je crois qu'il est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que être professeur de droit, ça n'est pas être capable de lire dans des cartes qui sont un petit peu confuses. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que les députés, qui représentent les citoyens de l'Union européenne au Parlement, ces députés ont du pouvoir. Ils assument la co-responsabilité du processus législatif avec les représentants des États membres. Donc ils font aujourd'hui incontestablement partie des instances qui disposent du pouvoir de prendre des décisions qui pèseront lourdement sur le cours de nos vies. Le Parlement européen peut contribuer avec le Conseil, à adopter des directives, des règlements dans des domaines aussi cruciaux que l'environnement, la protection de la santé, la protection des données. Tout le monde a entendu, et notamment dans votre génération, parler du RGPD, le règlement qui précisément est là pour protéger les données à caractère personnel. Eh bien, c'est la preuve, et c'est une preuve tout à fait éloquente, du fait que ce Parlement a du pouvoir et qu'il est capable de s'en servir pour le bien commun. Bon. Alors, cela étant observé, je ne crois pas que l'exercice par le Parlement de ses responsabilités parviendra à lui seul à résorber le déficit de légitimité qui affecte le Parlement et qui affecte plus largement les institutions de l'Union européenne. C'est un problème beaucoup plus profond et probablement beaucoup plus complexe qu'on ne parviendra pas à résoudre par une élection. Et j'ajouterais, pour n'être pas trop long sur ce point, j'ajouterais que le problème de légitimité des institutions européennes ressemble furieusement au problème de légitimité qui affecte les institutions nationales. En d'autres termes, je pense que la crise de la démocratie européenne n'est à bien des égards qu'un avatar de la crise qui afflige les démocraties nationales. Donc il y a là des crises en quelque sorte en miroir. Les États membres et la démocratie dans les États membres ne se portent pas bien. Il y a fort peu de chances pour qu'elles se portent mieux à l'échelle européenne. Et alors aujourd'hui, cette crise, elle s'incarne par une montée des eurosceptiques, par le Brexit, par une Italie et une Hongrie de plus en plus féroces face à l'Union européenne. Et ma question, c'est vous, qu'est-ce que vous répondiez à des personnes qui sont eurosceptiques et comment les convaincre pour
pour leur faire changer d'avis? Alors, vous me mettez dans une position qui est un peu inconfortable, puisque je suis directeur de Sciences Po, je suis professeur de droit, donc universitaire, et je m'astreins, lorsque je suis interrogé à ce titre, je m'astreins à garder mes distances par rapport à tout ça. Donc, je vais essayer de vous faire une réponse la plus objective possible. Tout d'abord, le fait qu'au-delà de l'euroscepticisme, ce qui me paraît caractériser l'évolution de l'Europe ces derniers mois ou ces dernières années, c'est la montée en force du populisme. Et c'est l'éclosion dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne de forces politiques, de gouvernements, de majorités parlementaires qui, à l'évidence, prennent ou prendront le contre-pied des principes qui ont présidé à la construction du projet européen jusqu'à présent. Bon. Vous avez cité 2 États, l'Italie et la Hongrie. On pourrait assez facilement élargir le spectre, puisque ces forces populistes, elles existent dans tous les États membres, y compris dans des États membres fondateurs, le Rassemblement national en France, Debout la France, ou à gauche, la France insoumise. Elles existent en Allemagne, autre État fondateur, avec l'AfD, dont on voit d'ailleurs que l'alternative pour l'Allemagne dérive progressivement vers la droite. Et elle apparaît de manière encore plus surprenante dans des États qui n'avaient pas connu de traduction politique d'extrême droite depuis des dizaines d'années. Je pense en particulier à l'Espagne, où on voit là aussi monter de manière extrêmement rapide le parti Vox, qui est un parti qui se situe très clairement à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc, si on devait caractériser la situation, c'est ainsi qu'il faudrait le faire. Montée des populismes et transformation, d'une certaine manière, de la conception que l'on a du principe de légitimité. Pour dire les choses simplement, jusqu'à présent, on considérait qu'en démocratie, un gouvernement et un système étaient légitimes si il était élu, si du fait de cette élection, il pouvait instituer une administration en mesure de rendre des comptes, et si, de surcroît, il s'entourait d'organes parfaitement indépendant, le cas échéant contre-majoritaire, et capable d'aller contre les vicissitudes de la vie politique, et capable d'assurer la sauvegarde de principes que l'on tient pour fondamentaux. C'est les tribunaux constitutionnels, c'est les grandes autorités administratives, c'est ces instances qui assurent par exemple la liberté, notamment d'informer, la liberté des médias. Or, à quoi assiste-t-on dans les pays que vous avez évoqués ? On assiste à un renversement du principe de légitimité. On considère à une régression. C'est une lecture très primitive de ce qu'est le principe de légitimité. On considère que l'élection fait la légitimité. Le parti de M. Kaczynski, le PIS, le parti de M. Orban ou de M. Salvini en Italie, estiment qu'ils ont été élus et qu'à partir du moment où ils ont été élus, ils peuvent mener à leur terme un projet politique dont on le sait qu'il aura pour conséquence d'affaiblir des principes essentiels de la démocratie libérale, au sens classique du terme. Et d'ailleurs, ces gouvernants n'hésitent pas à se qualifier de démocrates illibéraux. Une formule un petit peu étrange, une sorte d'oxymore. Alors, que pourrais-je dire pour aller à l'encontre de cette évolution que certains tiendront pour inquiétante ? Comme citoyen, je sais ce que je pourrais vous dire. Comme universitaire, je me contenterai de rappeler, comme je l'ai signalé à l'instant, que l'Union européenne a rempli nombre des missions pour lesquelles elle a été imaginée. D'abord, c'est un projet formidable de paix par le droit. On a tendance, notamment dans les jeunes générations, à minimiser cet aspect des choses. Enfin, c'est un continent qui n'a pas connu la guerre, du moins dans sa partie unifiée, depuis 1945. Les crises n'ont pas manqué. Les crises n'ont pas manqué et elles se sont parfois d'ailleurs manifestées de manière très, très rugueuse. Pour autant, elles n'ont jamais conduit à la guerre. Cette construction européenne a également assuré une forme de prospérité au continent. La sécurité, c'est la paix. La prospérité, c'est
la constitution d'un grand marché, c'est l'élévation du niveau de vie dans tous les États membres. Vous prenez un État membre comme la Roumanie a rejoint l'Union européenne en 2007. Entre 2007 et aujourd'hui, le produit intérieur brut de la Roumanie a été multiplié par 2. Donc ça n'est pas négligeable. Donc une forme de prospérité dont chacun peut prendre la mesure s'il veut bien y réfléchir un instant. Et puis c'est la constitution d'un vaste espace dans lequel tout le monde peut circuler librement. Tout le monde, et en particulier les plus jeunes. Je me permets d'insister sur une réussite qui est tout à fait formidable et qui, de mon point de vue d'ailleurs, et la réussite la plus remarquable, c'est Erasmus, dont les uns et les autres dans cette maison bénéficient dès lors qu'ils décident de faire leur mobilité dans un État membre de l'Union, dans un État européen. Donc, je pense qu'il faut balancer le jugement. J'ai écrit il y a peu de temps un article qui s'intitule « L'Union européenne ou les paradoxes de l'identité malheureuse ». L'Union européenne a rempli les missions pour lesquelles elle a été imaginée, et pourtant les Européens sont taraudés par une sorte de névrose collective. Ont le sentiment que ça ne marche pas. Ont le sentiment que cette Europe n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Peut-être est-ce vrai, mais ce jugement, je le répète, doit être équilibré en voulant bien convenir du fait que l'Union européenne a géré avec beaucoup d'habileté l'interdépendance entre ses États membres. L'Union européenne a su faire éclore et émerger de manière tout à fait constante un intérêt général, transcendant l'intérêt particulier des États qui la composent. Et alors, pour balancer ce jugement de certains eurosceptiques, en 2014, vous avez été l'un des membres fondateurs du projet qui s'appelle Groupe Eiffel Europe. Et on aurait aimé savoir qu'en est-il aujourd'hui de ce groupe ? Alors, me voilà démasqué, donc, puisqu'effectivement, je suis un des membres créateurs de ce groupe, le groupe Eiffel, dont l'idée revient d'ailleurs à Madame Sylvie Goulard, qui avait lancé cette initiative, qui est une initiative parfaitement fédéraliste. Voilà. C'était un engagement fédéraliste que nous assumons. L'idée était de conduire la zone euro à se doter à la fois d'institutions et d'un budget lui permettant de conduire des politiques volontaristes dans un certain nombre de domaines, des domaines dont dépend finalement la compétitivité durable de l'Union européenne. Alors, ce groupe aujourd'hui est un peu au ralenti, non pas que nous ne voyons plus, bien au contraire, mais c'est vrai que nous n'avons pas produit de documents ou de rapports depuis 2014. D'accord. Je vous remercie pour toutes vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission où nous avons interviewé Monsieur Rostan Mehdi, le directeur de Sciences Po Aix, pour Liberté d'expression en partenariat avec le Bureau des médias. Nous nous retrouverons prochainement pour une autre émission autour des élections européennes et des enjeux qu'elles portent.